Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rebondissement dans l'affaire relative à l'interpellation de Rekia Madougou. Le ministre Modeste Kérékou aurait été contacté par erreur par cette dernière. Des messages reçus par le ministre il y a 2 ans feraient état d'une entreprise de déstabilisation. Vous l'entendrez dans ce journal. Présidentielle 2021, le duo candidat du parti Foscori pour un Bénin émergent était dans le département du Mono pour échanger avec les militants à la base. Les détails dans ce journal. Un atelier d'assistance au programme de la Fondation Tony Elou Melou a eu lieu à Cotonou. C'est une initiative de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes et Semes City. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours. Rekia Madougou interpellé par la police. Hier matin, le procureur spécial de la Criette est revenu sur les raisons de cette interpellation. Mario Metonou est au micro de Osia Sonovo. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressé avait été gravement mis en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekia Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité
pour leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifiée de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre Code pénal. Rebondissement dans l'affaire relative à l'interpellation de Réki Amadougou. Je vous l'annonçais, le ministre Modeste Kérékou aurait été contacté par erreur par Réki Amadougou. Les messages reçus par Modeste Kérékou il y a 2 ans feraient état d'une entreprise de déstabilisation du régime démocratiquement élu et en place au Bénin. Vous suivrez le ministre Modeste Kérékou dans nos prochaines éditions. Et suite à cette interpellation de Réki Amadougou, la télévision nationale a recueilli les avis de certains Béninois sur le sujet. Je vous propose de les écouter au micro de Ghislain Boguet. La République, c'est d'abord le respect des lois, le respect des textes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été admis pour participer à une élection que vous allez brûler le pays. On est désolé. Et puis, ce n'est pas une seule élection. Le Bénin, ça ne s'arrête pas en 2021. Doit-on appeler à ce que le Bénin, notre pays, puisse tomber dans de la violence? Je ne crois pas. Et c'est là où il faut en appeler à la responsabilité de chaque Béninois. Et je crois que l'État, dans son rôle régalien, a pris les dispositions qu'il faut pour que ceux qui incitent à la violence, ceux qui appellent à l'insurrection puissent répondre de leurs actes. Et mieux, on apprend qu'elle serait impliquée dans une entreprise donc, de déstabilisation du pays. C'est suffisamment assez grave pour que nous départissions de nos émotions habituelles. Vous savez, ce qui nous lie tous, quelles que soient nos opinions, nos postures dans la République, ce qui nous lie tous à cette République-là, c'est la loi. Et ce n'est que par la loi que chacun peut se définir dans la société. Et donc, puisque personne n'est au-dessus de la loi, tant que des gens par leur agissement appellent donc à compromettre la paix et l'ordre constitutionnel, il est de bon ton qu'on puisse les écouter et que la force reste à la loi. On vous dit que des gens sont en train de comploter pour mettre à mal notre vivre ensemble. On parle même d'attentats qui seraient programmés contre des acteurs politiques, des personnalités politiques. Je crois que nous sommes dans une situation suffisamment grave, assez grave pour que des gens soient écoutés. Toutes les fois où des gens doivent agir pour comprendre la paix, je trouve que l'État la République doit être debout pour les empêcher. La démocratie, ce n'est pas décider, à dire que ce n'est pas placer son destin personnel au-dessus du destin de la nation. Donc je crois que le Bénin est suffisamment donc, averti pour que de pareils actes ne se produisent plus. Chaque citoyen de ce pays-là devra travailler pour la paix, la sérénité et l'État travaille déjà par son comportement, par les dispositions déjà prises pour que nous ayons la sérénité. Il ne faut pas que des personnalités ou des acteurs dans le pays, parce qu'ils sont fâchés, puissent prendre en otage tout un peuple. On est tenté de dire sans ambiguïté qu'il y a un plan de déstabilisation de notre pays. Et je ne crois pas que ça soit la meilleure option. Donc on ne croit pas qu'il serait souhaitable de rentrer dans un plan de déstabilisation. On ne va pas tolérer ça. Et les citoyens, les Béninois, aujourd'hui, veulent vaquer à leurs préoccupations et dans la sérénité, dans le calme. Donc ils ne sont pas préparés à des choses comme ça. Donc nous laissons la main à la justice de faire de façon sereine son travail. Nous remercions les forces de l'ordre et les responsables à divers niveaux d'avoir vite compris qu'il faut intervenir avant que ça ne dégénère. Donc ça a été d'une grande utilité, leur intervention, et nous leur disons merci. Nous profitons pour dire aux politiciens inter-États qui essayent de déstabiliser notre pays tout en finançant une partie des acteurs politiques que ça ne se passera pas ici au Bénin. Qu'on laisse la justice faire son travail car là, ça a été de trop et ils sont trop avancés dans leur procédure. Je pense que si la justice ne fait pas son travail, ça ne va pas faire école. Il faut que la justice tape du poing sur la table et nous apporte la vérité. On dit il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci pour être candidat. Mais elle n'a pas pu faire ça. Et maintenant, elle est en train de monter les gens
pour crier, pour incendier le pays, moi je vois que elle doit savoir que ici c'est le Bénin. Tout est clarifié. Elle voulait incendier le pays. Tout je dis ici là, c'est le Bénin. Prévenir vaut mieux que guérir. Les investigations qui sont déjà en cours, moi je pense que c'est déjà bien pour comprendre réellement ce qui se passe et ce qui est en train d'être cuisiné, tout ce qui peut entacher la paix et la transparence de tout ce que nous sommes en train de faire. Je pense que nous n'allons pas permettre cela. Si vous n'avez pas fourni la totalité des pièces qui ont été demandées, c'est normal et vous devez normalement déjà vous attendre à ce qu'on rejette votre dossier. Je vais me préparer de manière à remplir les conditions à 100% plus tard. Parce que c'est pas fini, la vie continue. Donc, il n'y a pas de raison pour œuvrer pour la violence et aller dans la négativité pour entacher la paix des paisibles citoyens. Nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit être appliquée à tout le monde. Comment se fait-il que ton dossier a été rejeté, tu te retrouves recalé pour une compétition électorale et d'un jour à l'autre, tu commences par créer des soulèvements dans les coins et les recoins pour pouvoir, à tout bout de champ, quand même avoir accès à cette compétition électorale. C'est très malséant. Elle répondra de ses actes. On t'applique rigoureusement la loi. Ça là, c'est clair. Il n'y a pas exception à la règle. Vous comprenez qu'un citoyen, on est en train de chercher la paix, Celui qui cherche la paix ne peut pas créer de l'insurrection, ne peut pas créer de soulèvement général. Le fait de chercher la paix ne veut pas dire de suspendre la procédure judiciaire en cours. Il faudrait que la justice quand même fasse son œuvre jusqu'au bout afin que nous ayons clairvoyance sur ce dossier. Je trouve vraiment raisonnable cette justice béninoise qui est en train de faire de façon très très libre son travail. Nous voulons la paix, certes, mais nous voulons aussi que la justice fasse son travail. Et puis nous recevons dans ce journal un invité. Il s'agit du docteur Soura Katou Salifou, directeur national de la santé publique. Avec lui, nous ferons dans quelques minutes un état des lieux de la situation sanitaire. Revenons à cette actualité relative à l'interpellation de Rekia Madougou qui continue d'alimenter les discussions et de nourrir l'actualité. Le sujet a inspiré notre rédaction et voici l'éditorial que nous propose Lénaï Kagbazaou. Dura lex sed lex. Dure est la loi, mais c'est la loi, stipule cette locution latine renforcée par un autre principe juridique. Nul n'est au-dessus de la loi. Grâce à la vigie de la justice béninoise, il a été constaté que l'ancienne ministre de la microfinance, sous le président Boni Yahi, perpétruerait des actes de terreur de grande ampleur dans le dessein de perturber le déroulement du scrutin présidentiel pour lequel elle a été disqualifiée. Elle se retrouverait aux commandes de manœuvres devant conduire au meurtre de 2 autorités politiques. Les autorités judiciaires, garantes de la quiétude des paisibles citoyens, ont donc joué leur rôle en procédant à son interpellation. Un acte qui vise à garantir la paix et la stabilité sociopolitique en cette période électorale. En tant que citoyenne béninoise, Rekia Madougou doit pouvoir répondre des faits à elle reprochés. Le Bénin est un état de droit, une république qui se respecte et où il n'y a pas d'intouchable devant les juridictions compétentes. Le parapluie politique ou un carnet d'adresses bien fourni ne saurait être un bouclier pour échapper à la justice de son pays. La démocratie ne peut faire le lit au gangstérisme. Accusé d'être impliqué dans une sérieuse affaire d'assassinat planifié et de déstabilisation de notre pays, Rekia Madougou doit naturellement rendre des comptes à la justice. Tous les États au monde ont le devoir régalien d'assurer, de maintenir et de préserver la stabilité, la paix et toute velléité, tentative ou menace pouvant compromettre ces 2 facteurs
doivent être découragés avec la dernière rigueur. Force doit rester à la loi. Dans le reste de l'actualité, après son investiture, le duo candidat du parti Foscori pour un Bénin émergent était dans le mono. Le duo a échangé avec les militants du parti à la base en attendant le lancement de la campagne électorale. Marcel Arossi. Ils attendent impatiemment le 26 mars pour démarrer leur campagne électorale. Alassane Djemba et Paul Humpé, régulièrement inscrits sur le bulletin unique de la présidentielle du 11 avril, se présentent à leurs militants. Dans le département du Mono, la base semble fière de cet engagement. Nous sommes engagés dans un processus irréversible. Depuis notre absence aux élections législatives en 2019, nous avons juré, de défendre la Foscori pour un Bénin émergent. Elle ne doit pas disparaître. Elle est là. 2, nous participerons à toutes les élections qui vont suivre. Regardez sur le terrain le contexte. Plus de 10 partis, plus de 100 mouvements. Quand on demande BR, candidat, parti salon, UP, candidat, parti salon, Moël, candidat, parti salon, etc., PLD, parti salon. Mais quand vous dites FCBE, la force, ils ne disent pas parti talon. Ils disent Soumanou Alassane. Ça veut dire que nous avons sauvé l'alternance en 2021, préparé le peuple, mais les Béninois construisent le Bénin sur la base du consensus. Le Bénin est un beau pays, est notre patrie. Le Bénin, quartier latin autrefois, au temps colonial, le Bénin est aujourd'hui le symbole et le modèle de la démocratie africaine. Nous avons été reçus avec enthousiasme. Nous avons donné des instructions claires. Une mission, des moyens. Nous mettrons à leur disposition des moyens, pas uniquement financiers. N'oublions pas, et n'oubliez pas que notre duo est formé des gens amoureux de l'enseignement. Je suis un manager de l'éducation. Mon policier est un enseignant. Donc nous sommes des éducateurs, nous ne pouvons que dire à tous les enseignants d'être sûrs que le renouveau arrive. Depuis plusieurs jours maintenant, ils promettent à leurs militants d'aller reprendre le pouvoir qu'ils ont remis avec la Bible il y a 5 ans. Je vous le disais, le directeur national de la santé publique est l'invité de ce 20h. Monsieur Salifou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le Bénin subit actuellement la seconde vague caractérisée par une hausse des cas liés au coronavirus et des cas de décès. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette situation? Merci beaucoup, madame. Et je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui prêtent une oreille attentive à la situation de la COVID-19 dans notre pays. Merci également à la chaîne nationale qui diffuse donc nos messages. La situation de la pandémie de Covid-19 au Bénin s'inscrit en fait dans le contexte général et mondial. Vous savez bien que cette vague n'a épargné aucun pays et le Bénin donc en fait évidemment donc partie. Cette vague, ça survenu donc au niveau de notre pays malgré donc toutes les dispositions qu'on a prises. Parce que, qui vous rappelle qu'on était parmi les meilleurs élèves en matière donc, de riposte, a connu en fait un petit relâchement dans l'observance des mesures barrières. Si vous circulez un peu donc, depuis la fin du mois de décembre, au niveau de nos villes, au niveau de nos campagnes, vous allez voir que les mesures barrières étaient complètement abandonnées. Et abandonnées parce que la population a tort et a cru que l'épidémie était terminée. C'est vrai que vers la fin de l'année, on était à des chiffres très très faibles, 5-6 cas par jour sur le plan national. Et ceci a fait croire que donc l'épidémie est terminée et les mesures ont été abandonnées. À l'avènement donc de cette seconde vague, je pense qu'on a payé le prix cher. Vous avez vu le nombre de cas qu'on a pratiquement doublé en 3 mois. Nous avons géré l'épidémie en 9 mois avec environ 3000 cas. Et en 3 mois, nous avons recruté également 3000 cas, puisque nous affichons maintenant donc, au comptoir 6000 cas et environ au niveau du pays. Et nous avons également donc, des décès, surtout les décès
et au niveau donc de la tranche d'âge des jeunes, ce qui interpelle et dit que la maladie concerne en fait tout le monde et qu'on doit vraiment renouer avec ces mesures. Mais aujourd'hui, quelles sont les actions urgentes engagées par le gouvernement pour faire face à cette situation? Oui, les actions urgentes qui ont été donc engagées, je l'ai dit ici que c'est surtout le relâchement en fait, donc, de l'observation des mesures barrières par les uns et les autres, par la population, qui explique en grande partie la situation dans laquelle nous sommes. Et l'une des stratégies phares donc, développées, c'est surtout l'information de la population. On va dire qu'il y a des variants donc, dans tel ou tel pays. Heureusement, pour ces différents variants, nous avons les mêmes mesures de prévention. Nous avons à peu près également le même traitement. Ceci dit, les actions qui étaient là ont été des actions en fait renforcées. Le dépistage à l'aéroport a été maintenu et renforcé. La prise en charge des cas graves sur nos 3 sites, à Parakou, à Alada et à Cotonou, a été également renforcée. Nous y avons mis beaucoup plus de personnel parce qu'on avait de plus en plus donc, de cas graves donc, au niveau donc, de ces sites-là. Et nos équipes de terrain qui doivent mettre le traitement à tous les cas positifs, comme on en avait un nombre élevé, il fallait également les renforcer. On a développé la stratégie des équipes mobiles pour adresser donc l'ensemble de ces cas-là. Nos sites de tri et de dépistage, qui constituent également donc une stratégie, ont été également renforcés parce que si vous faites un tour et au niveau donc du Ciné le Bénin, enfin les gros sites donc de la capitale, vous allez voir que c'est bondé donc de monde. Donc il fallait renforcer donc l'ensemble de ces sites-là pour vraiment dépister le maximum donc de personnes qui viennent là pour certainement donc quelques signes suspects. Et nous avons mis les médicaments vraiment en quantité suffisante parce que nous avons, lors donc de cette vague, dit qu'au moindre symptôme, il fallait recourir à la formation sanitaire et le traitement présomptif était de mise. Chaque agent de santé avait eu cette instruction ferme donc, du ministre de la Santé. Alors, dans plusieurs pays en Afrique, on constate l'arrivée des vaccins contre le coronavirus. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau du Bénin? Oui, merci beaucoup. Vous savez, le Bénin est également dans cet ensemble et pour acquérir en fait, donc, les vaccins. L'ensemble donc, des pays donc, de l'Afrique et même du monde se trouvait donc, dans un mécanisme d'acquisition à travers une initiative de solidarité, donc le COVAX. Le Bénin aura sa dotation à travers également donc, ce mécanisme dans les tout prochains jours. Mais le Bénin n'est pas resté là, seulement au niveau donc, du mécanisme COVAX. Le Bénin, avec ses partenaires et avec l'implication même du budget donc, national, est également en train d'acquérir d'autres dotations donc, de vaccins que vous verrez donc arriver donc, au pays dans les tout prochains jours. Vous le constaterez. Alors, quel est le message que vous avez envie d'adresser aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Oui, le message, il n'est pas différent de celui par lequel j'ai commencé. La deuxième vague qui est actuellement, qui frappe donc le pays donc, de plein fouet, a pour donc, facteur principal le relâchement des mesures barrières. C'est là où nous sommes tombés. Et chacun doit observer en fait ces mesures-là. Ces mesures, elles sont simples. C'est de porter le masque chaque fois qu'on n'est plus seul. Si nous sommes déjà 2, pour protéger la personne qui est en face et se protéger donc soi-même, il faut porter en fait donc un masque. Observer la distance d'au moins 1 mètre parce que c'est en toussant, en parlant, en éternuant qu'on contamine celui qui est en face de nous. Donc, ces mesures aussi simples permettent, malgré donc, ce qui se passe, d'éviter donc la contamination. Se laver les mains parce que ces mains prennent en fait donc les déjections soit au niveau de nos narines, au niveau donc de la bouche et contaminent les autres surfaces ou bien en touchant donc à travers donc les salutations qui heureusement ont beaucoup diminué au niveau donc du pays. Donc l'observer ces 3 mesures peut bel et bien nous permettre, tout en poursuivant donc notre vie sociale et politique, de lutter donc contre cette Covid et d'en maîtriser. Et d'ailleurs, lorsque on a remis donc ces mesures donc barrières en œuvre depuis environ 7 jours et autres, on a commencé par sentir donc les effets. On sent donc une baisse donc des cas journalièrement parce qu'on était allé donc à des taux assez élevés par jour. Actuellement, on ne va pas dire que la situation est complètement stabilisée, mais la phase donc descendante est amorcée. Donc on doit poursuivre et maintenir vraiment donc le cap
pour sortir donc de cette pandémie-là. Merci, Dr Sourakatou Salifou. Je rappelle que vous êtes le directeur national de la santé publique. Ce journal se poursuit. L'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes et CMS-City ont organisé un atelier d'assistance au programme de la Fondation Tony Elumelu. Cet atelier a pour objectif d'informer les jeunes des opportunités entrepreneuriales que leur offre la Fondation. Regardez. De 32 lauréats en 2018, le Bénin a produit 156 lauréats en 2019 au programme de financement entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu. Une performance qui a valu au Bénin la première place en Afrique francophone et la deuxième place ouest-africaine, derrière le Nigeria, des pays dont les jeunes entrepreneurs ont bénéficié du financement de la Fondation Tony Elumelu. À l'édition 2021, le Bénin entend faire mieux que par le passé en multipliant les lauréats à ce programme. Notre objectif, c'est donc de renouveler, donc de doubler cet objectif, ou tout au moins d'atteindre ce double en permettant donc pour l'édition 2021 qu'on ait des lauréats qui avoisinent 300 en termes d'effectifs, bénéficiant donc de $5,000. Donc l'objectif de ce concours est d'identifier donc des entrepreneurs africains à fort potentiel et de leur permettre de bénéficier donc d'un renforcement de capacité à travers un programme de formation qui fait suite donc à une fois que l'entrepreneur a été identifié et donc sélectionné, et qui lui permet également de bénéficier donc d'une subvention financière donc de $5,000 à l'arrivée, qui est donc un financement qui lui permet d'amorcer donc son projet. Le présent atelier, initié par CMS-City et l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes ADEJ, a pour but de mieux renseigner les jeunes entrepreneurs béninois sur le processus de participation au programme de financement des 10 000 projets par la Fondation Tony Elumelu afin de maximiser leurs chances. C'est ici l'expression de l'implication du gouvernement au rayonnement de l'entrepreneuriat au Bénin. Des freins qui empêchent les jeunes entrepreneurs d'avoir accès facilement au financement de leur activité, c'est l'absence ou l'insuffisance des fonds propres de départ. Et donc, nous participons à cette séance d'aujourd'hui pour marquer ce début de partenariat gagnant-gagnant entre CMS-City et l'ADEJ pour des raisons de synergie d'action de tous ceux-là qui sont partenaires dans l'écosystème de l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Bénin. L'idée, donc, c'est déjà de leur parler, donc, qu'ils prennent conscience de l'existence de ce concours, des opportunités qu'offre donc ce concours aux lauréats ou également aux candidatures qualifiées, et surtout de les accompagner à travers donc en présentant donc le processus donc de candidature et l'illustration de ce processus à travers un cas fictif donc, qui leur serait présenté, et donc de créer une espèce d'interaction avec eux afin que les différentes questions qu'ils posent, qu'ils auront à poser, nos experts donc, qui animent la séance puissent y répondre. Pour être éligible au financement des $5,000 par la Fondation Tony Elumelu, il faut être porteur d'un projet innovant de moins de 3 ans. L'atelier d'initiation au programme entrepreneurial TEF est prévu pour se dérouler dans 9 villes sur l'étendue du territoire national afin de multiplier les postulants béninois. Les départements du Mono et du Koufo dans une dynamique d'anticipation pour ce qui est de la promotion de la non-violence en période électorale. L'ambassadrice de la paix s'en est rendue compte lors de sa visite dans ces départements. Jérôme Hongwa et Wenceslas Arraimont pour le point. Porter un message de paix à nos jeunes, aux femmes, aux parents, aux directeurs d'établissement, aux responsables d'ONG, aux sages et aux têtes couronnées de nos différentes communes. Au palais royal d'Azové, Mariam Chabit Alata Zimeyerima a présenté l'objet de sa descente. Pendant ce temps, tous les maires du département du Koufo, les gardiens de la tradition et les différentes couches de la société ont prouvé par leur présence massive à Aklawe qu'ils sont assoiffés d'en savoir davantage sur ce message de paix. Si nous ne vivons pas en harmonie les uns avec les autres, tous nos rêves individuels et collectifs perdent leur sens. Personne ne peut songer à sa construction. Personne ne peut songer à la scolarité de ses enfants. Même aller au champ cultiver devient un problème. Et quand personne ne cultive, qu'est-ce qui s'installe? C'est la famine.
C'est la paix qui fait que nous sommes aujourd'hui là. C'est la paix qui fait que parmi nous, certains sont riches. C'est la paix qui fait que parmi nous, certains sont de grands cadres. C'est à cause de la paix. Quand la guerre s'installe, on ne sait plus qui est riche, on ne sait plus qui est une autorité. Toutes nos normes se disloquent, disparaissent. On ne sait plus qui est roi. Parce que le violent qui est devant vous, il ne vous nivelle pas le bas. Il met tout le monde au même niveau. Ces derniers temps, nous entendons, les rumeurs nous parviennent, les échos aussi, de ce que certains commencent par menacer. On sait toujours quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Je sais que le message sera relayé sur le terrain. Je sais que le Bénin votera le 11 avril 2021 dans la paix. Avant, pendant et après les élections, la paix sera la chose la mieux partagée de tous les Béninois. Nous devons nous préoccuper aujourd'hui et maintenant de savoir quel est le rôle et la responsabilité de chacun de nous, pris individuellement et collectivement, en vue d'organiser et d'obtenir dans les jours à venir une élection présidentielle transparente, pacifique et sans violence, une élection digne du Bénin. Nous, aujourd'hui présents à cette séance, constituons les ambassadeurs de l'honorable pour véhiculer ce message dans nos contrées et faire comprendre à nos chers jeunes que notre avenir est toujours pour nous et non pour les autres qui nous incitent à la violence, et quand ça va s'éclater, ils vont s'envoler et c'est nous qui perdons. Par le département du Mono, l'ambassadrice de la paix boucle à mi-parcours sa tournée par la cité des Kotafons, l'Okosa. Un individu qui s'autorise à ne pas aller voter, qu'il n'empêche pas son voisin qui lui veut aller voter, autant tu as le droit de faire ce que tu veux, autant tu dois laisser l'autre aussi faire ce qu'il veut. C'est ça la démocratie. On n'a pas besoin de se violenter. On n'a pas besoin de s'entre-déchirer. On n'a pas besoin de se fusiller pour montrer qu'on défend une cause juste. On passe par le dialogue constructif. Et nos sociétés qui ont des problèmes de développement, qui ont des problèmes de construction de routes, de voies, nos sociétés qui réclament des marchés, des points d'eau, des universités, des écoles, nos sociétés n'ont pas besoin de détruire le peu qu'il y a là pour faire entendre une cause. Les enfants de l'Okosa vous remercient pour cette entreprise qu'ils portent déjà avec vous. Ceci le montre à travers la présence ici massive de la population de l'Okosa. Le gouvernement du président Talon a déjà anticipé, des dispositions sécuritaires sont en train d'être prises pour que ce scrutin se déroule sans anicroche. Une fois encore, nous vous remercions et nous allons aussi veiller chacun à ce qui nous concerne pour que vraiment le Mono soit vraiment le département modèle en matière de paix sur toute l'étendue du territoire national. Le partenariat pour l'instauration, la culture et le maintien de la paix dans tout le Bénin en période électorale est sur les roulettes au détriment des cavaliers de l'enfer et de ceux qui professent l'apocalypse. L'ambassadrice de la paix et les membres de sa délégation ont apprécié cette attitude d'anticipation des populations des localités sillonnées et souhaitent que la veille soit permanente. On les écoute au micro de Jérôme Hongbo et de Wenceslas Arroyement. Partout où nous sommes passés, des initiatives étaient déjà en cours de mise en œuvre par rapport à cette problématique de la paix. Ça nous a facilité le travail. Ça a permis la convergence des vues. Qu'il s'agisse des chefs religieux, des chefs traditionnels, des associations de femmes et de jeunes, la dynamique de la sensibilisation en vue d'une période électorale apaisée, cette dynamique-là est déjà mise en œuvre. Et donc, nous sommes arrivés à renforcer ce qui est fait sur le terrain et notre action, nos différentes activités, tout ce que nous avions apporté comme contribution et comme un complément
à ce qui se faisait. Et là, ça nous renforce dans la pertinence de l'initiative mise en œuvre. Nous nous sommes rendus compte que partout, les Béninois sont soucieux, sont préoccupés par la paix. Ils ne restent pas bras croisés, ils entreprennent des choses. Ils restent à souhaiter que cela se perpétue, que cela continue, parce que c'est une lutte permanente. Il faudrait donc qu'on ne baisse pas la garde, qu'on reste toujours vigilant et qu'on demande aux uns aux autres de maintenir le cap. C'est très important. Même après les élections, nous avons besoin d'une société pacifique. Nous avons besoin d'une société non violente. Il faut donc que ce combat pour la paix se poursuive et qu'on reconnaisse notre pays comme étant un pays de paix, un havre de paix dans la sous-région. La vie n'a pas de prix. On paie une vie une fois, on ne peut plus la récupérer. Chère population de Bénin, cultivons la paix. Vivons en paix pour que nous soyons en paix. Bientôt les élections. Nous sommes tous des citoyens. Voter est un devoir civique. Je n'ai pas le droit d'interdire aux autres d'aller faire leur devoir. C'est un choix libre. Mais si nous sommes de bons citoyens et que nous aspirons vraiment au développement de notre pays, il urge qu'on aille le faire ce jour-là. Je demande à la population béninoise tout entière de saisir le message que l'ambassadrice de la paix est en train de porter à leurs intentions. Le Bénin est un et indivisible. Donc, j'invite toute la population à rester serein et à aller voter dans le calme. Quand on perd un être cher, il est forcément un enfant, un frère, un mari, une épouse à quelqu'un, à une personne, et qu'on ne remplace pas un être cher qu'on a perdu, et qu'il faut qu'on évite d'en arriver là, que notre pays est différent, notre Bénin est différent des pays de la sous-région. Nous devons cultiver cette paix-là. C'est un message très important. Vous suivez l'actualité, il y a des personnes qui essayent de ramener une certaine tension dans ce pays-là, mais on ne les laissera pas faire. Mes chères mamans, mes chères sœurs, véhiculez ce message qui est la paix. Sans la paix, rien ne marche. Et nous exhortons aussi nos jeunes filles et nos jeunes garçons de véhiculer ce message pour qu'au soir du 11 avril, nous pouvons dire tous ensemble que tout s'est passé dans la paix. Nous devons empêcher les vendeurs d'illusions. Nous devons empêcher toutes les personnes qui incitent à la haine, à la provocation. Nous devons cultiver la paix. Nous devons maintenir la paix avant les élections, au cours des élections et après les élections. Revenons sur cette actualité relative à l'affaire d'interpellation de Rekia Madougou. Je vous l'annonçais, le ministre Modeste Kérékou aurait été contacté par erreur par Rekia Madougou. Les messages reçus par Modeste Kérékou il y a 2 ans feraient état d'une entreprise de déstabilisation du régime démocratiquement élu et en place au Bénin. Je vous propose de suivre Modeste Kérékou au micro de Ghislain Pouguet. Mesdames et messieurs de la presse, je me fais le devoir d'intervenir aujourd'hui dans le débat qui agite l'actualité pour partager avec l'opinion des informations dont j'ai connaissance et qui, au moment où je les recevais, m'ont laissé perplexe. Je précise tout de suite qu'en raison de leur teneur, j'en avais néanmoins, à l'époque, informé le président de la République qui m'avait simplement invité à les banaliser. Mais avec le recul, au regard des développements actuels de l'actualité, ces informations révèlent toute leur gravité, mais aussi tout leur caractère nuisible. Replacées dans leur contexte, comme dans le contexte actuel, elles sont de nature à favoriser la bonne compréhension des tentatives de déstabilisation de notre pays et c'est ce qui m'oblige à parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin,
je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. 23 décembre 2018, 1h50 du matin. Coucou, bonne nouvelle, en retour d'Abuja. Il a pu mobiliser certains de ses collègues qui sont partants pour mener l'offensive collective vers Pété, surtout eu égard à l'urgence. Par contre, l'ambassadeur n'a rien dit à Bouhari. Il n'a jamais entendu parler de l'histoire à part de la part de FG. Et c'est pourquoi, et c'est aujourd'hui que ce dernier lui a donné tous les détails. Il était choqué, Bouhari. Issifou aussi, mais plusieurs d'entre eux ne voudraient pas s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas traiter avec lui. Il l'énerve. En tout cas, pourvu qu'il soit au moins 3 fortes têtes et l'offensive a du poids, ce qui est déjà le cas. Ado aussi est informé. Donc, c'est parti. Il cherche à présent la bonne personne à faire la liaison pour transmettre à Pété leur message. Un nom béninois, évidemment. C'est pourquoi ça ne peut être moi. Lui, il voulait que ce soit moi. Mais je préfère donner toutes les chances de réussite à ce dossier. Voilà, on a fait un grand pas. Pété les énerve, je voulais écrire. Énerve. C'est à ce moment que j'ai répondu, rien compris. À qui ai-je l'honneur? Et que mon interlocuteur s'est empressé de supprimer tous les messages. Vous avez la capture non seulement des messages, mais de marquations et aussi de tous les messages qu'elle a supprimés une fois que j'ai posé ma question et qu'elle s'est rendue compte donc que je n'étais pas le bon destinataire. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat sur les tentatives de déstabilisation de notre pays par Dame Madougou et compagnie, jeter une lumière crue sur les intentions de notre compatriote. Ils apportent la preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qui se trame depuis des années. Évidemment, chers amis journalistes, je ne saurais dire quelle est la part de vérité ou de mythomanie qui apparaît dans ce que nous venons de lire, car il n'est pas exclu aussi que l'auteur des messages soit dans la logique de surfaire sa réputation afin de convaincre le réel destinataire. Mais ce qui est certain, c'est que ces messages sont suffisamment clairs pour attester du dessein de leur auteur. À ce propos, il me paraît utile de faire quelques clarifications.
Nous retournons donc à l'écran pour voir la retranscription. La date, d'abord, le 23 décembre 2018, est voisine de celle de la tenue d'une rencontre de la CEDEAO à Abuja. Dans la période, le président Patrice Talon n'y était pas. Il faut donc lire par FG, Faure Gnassingbé, PT, Patrice Talon, Ado, Alassane Dramane Ouattara et Issifou Mahamadou Issifou. Vous noterez par ailleurs qu'en décembre 2018, nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2019. Et vous noterez surtout qu'après ces législatives ont été boycottées par l'opposition et ont donné lieu à des actes de vandalisme. Mesdames et messieurs, l'on peut en toute objectivité se demander pourquoi c'est moi qui ai reçu ces messages, car l'expéditeur les ayant automatiquement supprimés quand j'ai demandé à qui j'avais affaire. Cela induit que je n'en étais pas le vrai destinataire. Dame Madougou s'est en effet mélangé dans son répertoire. Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur, sans autre interprétation que son auteur, Dame Madougou, est tout sauf la patriote qu'elle prétend être, au point d'aspirer à nous diriger contre vents et marées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays. C'est pourquoi de tels personnages, pions à la solde de tous les intérêts, sauf ceux du Bénin, n'hésitent pas à recourir à tous les moyens, toutes les manipulations et toutes les exagérations pour essayer de parvenir à leur fin en abusant de la crédulité et de la bonne foi du peuple. Mais on ne peut accepter que des compatriotes se prévalant de relations particulières avec des milieux politiques étrangers ou des réseaux mafieux utilisent notre processus démocratique à des fins aussi sordides. Ceci vient montrer, une fois encore, de mon point de vue, la pertinence des réformes politiques que nous avons opérées, notamment celle de l'institution du parrainage qui permet aux élus d'apprécier non seulement l'ancrage politique, mais aussi la moralité des aspirants à la magistrature suprême dans notre pays. Je ne pouvais pas continuer de me taire et de ne pas éclairer l'opinion publique, étant un témoin vivant et détenant des preuves irréfutables que Dame Madougou est mal intentionnée et conspire depuis bien longtemps contre notre pays. Mon téléphone reste disponible pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.